19h45, la Barre Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 23 novembre 2021. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a clôturé cet après-midi les travaux du symposium pour la mobilisation des leaders traditionnels autour de la transition démographique au Niger. Plusieurs engagements ont été pris par les chefs traditionnels au cours de ce symposium qui a duré 2 jours, organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population INFPA. Le compte-rendu de cette cérémonie de clôture, c'est avec Anna Fissotou Yahya sur les images d'Ibrahim Abdou. C'est par une déclaration des chefs traditionnels du Niger qu'ont pris fin les travaux du symposium pour la mobilisation des leaders traditionnels autour de la transition démographique du Niger. Symposium au sortir duquel plusieurs engagements ont été pris par ces derniers. Nous, chefs traditionnels, nous engageons à ne pas prendre pour épouses des filles de moins de 18 ans, à lutter pour empêcher le mariage des filles de moins de 18 ans, et invitons les autres autorités à nous emboîter le pas. Nous engageons à rendre fonctionnels les dispositifs d'alerte et de veille sur le mariage d'enfants en collaboration avec les leaders religieux de nos communautés respectives. Nous engageons à organiser des campagnes périodiques d'information, de sensibilisation et d'éducation des communautés pour l'élimination des mariages d'enfants et les pratiques néfastes affectant la santé de la femme et l'enfant. En clôturant les travaux de ce symposium, le ministre de la Santé publique a tenu à assurer les chefs traditionnels qu'il sera leur porte-parole auprès du gouvernement en vue de la mise en œuvre du plan d'action et des recommandations suivantes. Définir et mettre en place un cadre de mise à l'échelle des bonnes pratiques développées dans nos différentes localités par les autorités coutumières, les organisations non gouvernementales et la société civile. Mettre en œuvre le plan à travers un fonds commun de développement des initiatives communautaires dont l'objectif sera de réunir, sécuriser et gérer dans la transparence les financements nécessaires aux activités de la chefferie traditionnelle. Accompagner l'État dans son projet d'internat des jeunes filles en s'inspirant d'initiatives similaires qui impliquent les communautés et les collectivités locales. L'occasion a été également saisie par les femmes issues des chefferies traditionnelles pour réaffirmer leur soutien et leur engagement à défendre cette cause noble que la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école. Lancement ce matin de la 11e édition de la Semaine africaine de la vaccination. Elle est célébrée cette année sous le thème « Les vaccins nous rapprochent ». Asma Oseidou, Sadoudoumi. Les vaccins nous rapprochent, c'est le thème retenu cette année pour cette 11e édition de la Semaine africaine de la vaccination. Elle se tient à un moment où les vaccins figurent en tête des priorités de l'action politique dans tous les pays du monde. Cette sortie médiatique marque le lancement officiel. La célébration de cette semaine a pour objectif principal la promotion de la vaccination tout au long du cycle de la vie de l'enfant, afin de le préserver de plusieurs maladies tueuses dénommées maladies évitables par la vaccination. La Semaine africaine de vaccination bénéficiant de l'accompagnement de l'Association des Premières Dames d'Afrique pour le développement constitue en effet une occasion exceptionnelle de consolider le partenariat et de mener un fort plaidoyer en vue de renforcer les offres de services de vaccination pour davantage lutter contre les maladies qui alourdissent le fardeau de la mortalité infanto-juvénile. La pandémie de Covid-19, faudrait-il le rappeler, a perturbé les activités de vaccination planifiées dans nos États africains, à tel point que plus de 16 millions d'enfants n'ont pas reçu, par exemple, leur dose de vaccin contre la rougeole depuis janvier 2020. Aussi, l'analyse des données de vaccination au Niger des 2 dernières années fait ressortir que 37 618 enfants sont insuffisamment vaccinés au premier semestre 2020 et 47 567 enfants à la même période de 2021. En outre,
plus de 20 000 enfants n'ont reçu aucun vaccin sur les 2 années. Ces situations nous interpellent à mutualiser nos efforts, les coupler à l'implication de la communauté autour de la question de la vaccination, afin d'atteindre toutes les populations cibles en relevant les défis. Les vaccins nous rapprochent, un thème qui rappelle également la nécessité d'intégration des interventions pour la lutte contre les maladies et sauver des vies, a indiqué la représentante des Nations Unies. Ce thème rappelle le pouvoir que les vaccins ont de lutter contre les maladies, de sauver des vies et de nous rapprocher d'un avenir plus sain, plus sûr, plus prospère. Le lancement de cette semaine, placé sous les plus hauts auspices avec votre présence collective, constitue une preuve éclatante de notre volonté commune et d'un engagement résolu de tout mettre en œuvre pour améliorer la survie et le bien-être des enfants de la population du Niger. Au nom du système des Nations Unies que je représente, je souhaite souligner les progrès importants réalisés dans le domaine de la vaccination, dont le plus récent est la certification de l'éradication de la poliomyélite sauvage dans la région africaine de l'OMS en 2020. Au cours des 30 dernières années, en effet, le nombre de décès d'enfants a diminué de plus de 50%, et en grande partie grâce au vaccin. Cette semaine africaine de vaccination constitue une opportunité non seulement pour rattraper les enfants et personnes non vaccinées, mais aussi une occasion de renforcer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur de la vaccination. Ouverture hier à l'espace France Fanon d'Alternative Espace Citoyen de la session budgétaire citoyenne 2021, dont le thème central est faire des comptes et tracer des perspectives. Cette cérémonie d'ouverture est présidée par le directeur général des impôts représentant le ministre des Finances, Ariata Sala Sadoudoumi. Du 22 au 26 novembre 2021, le consortium Routab Niger Alternative Espace Citoyen organise la session budgétaire citoyenne sur le thème « Faire les comptes et tracer les perspectives ». Une session qui vise à informer et mobiliser les citoyens pour un financement accru et efficient des secteurs sociaux de base. Dans leur mot de bienvenue, le secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen Moussa Tchangari et le coordonnateur du Routab Ali Idrissa ont tous salué le partenariat qui les lie avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique, preuve de reconnaissance des efforts de la société civile dans la recherche de la transparence dans la gestion des finances publiques. Notre travail consiste principalement à examiner le projet du budget de l'État dans une perspective de droit. Ça, c'est un élément très important. J'aurai tout à l'heure à expliquer comment nous procédons, mais nous le faisons dans une perspective de droit. Nous considérons que le budget de l'État doit être l'outil qui permet de réaliser, de donner effet à un certain nombre de droits, notamment les droits économiques, sociaux et culturels. Je voudrais saisir vraiment cette occasion pour remercier du fond du cœur l'ambassade des États-Unis pour l'intérêt qu'elle porte aux questions budgétaires, à la transparence, à la bonne gestion. Nos remerciements vont aussi à nos partenaires, à savoir l'ambassade des États-Unis, pour la confiance renouvelée. Cette confiance renouvelée à la société civile nigérienne pour le travail que nous faisons. Dans le cadre de ce projet, notamment cette activité qui nous réunit aujourd'hui, le Routab aura beaucoup plus à s'intéresser sur les questions de justice fiscale, notamment au niveau des entreprises qui exploitent nos ressources naturelles du sous-sol, à savoir l'uranium, l'or, le pétrole et autres. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en soutenant cette session budgétaire citoyenne, voulait contribuer à l'analyse du budget selon une approche basée sur le droit de l'homme. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a accepté de contribuer à l'organisation de la présente session budgétaire citoyenne afin de vous offrir une tribune d'échange pour examiner le projet de loi de finances proposé par le gouvernement pour l'exercice 2022. L'analyser selon une approche basée sur les droits humains, comme l'a dit le président tout à l'heure, la
porter les lunettes des droits de l'homme, examiner ce projet de loi avec les lunettes des droits de l'homme, l'analyser selon une approche basée sur les droits de l'homme et faire des propositions rationnelles en vue d'une meilleure prise en compte des droits économiques, sociaux et culturels. Aller vers un budget, une budgétisation sensible aux questions des droits de l'homme, sensible aux droits, notamment aux droits à la santé, aux droits à l'éducation, aux droits au travail, aux droits à la sécurité alimentaire. Le représentant du ministre des Finances, M. Mal Ousmane Mahaman, qui a présidé la cérémonie officielle d'ouverture de la session budgétaire, a situé le contexte dans lequel le projet de budget 2022 a été élaboré. Je voudrais vraiment situer cette invitation dans le cadre de notre devoir de redevabilité et de transparence vis-à-vis des citoyens d'une manière générale. Et ce qui fait que nous avons le devoir de vous dire ce que nous sommes en train de faire. Nous avons le devoir, vous avez le droit de savoir les allocations budgétaires de chaque secteur. Donc c'est tout à fait logique. Alors, je voudrais quand même vous donner le contexte du budget actuel. Comme vous le savez, la Covid a plongé un peu le monde entier dans une crise planétaire. Et c'est en cela que je reviens vers vous, les différents séminaristes là, pour que vous puissiez quand même tenir compte de cet aspect dans les critiques que vous allez faire sur ce budget. Cette session budgétaire citoyenne qui durera 5 jours a enregistré la présence de 150 participants venus de 8 régions du Niger. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a présidé ce matin dans la matinée la réunion du comité de pilotage du programme régional d'appui à la qualité de l'éducation en Afrique de l'Ouest à PRAC, un programme soutenu par la coopération suisse. Le compte-rendu avec Hassan Saleh Mustafa. Cette réunion du comité de pilotage du programme régional d'appui à la qualité de l'éducation en Afrique de l'Ouest, PRAC-AO, se tient après 2 ans d'interruption. Ce programme PRAC a en effet pris le relais du programme régional interinstitutionnel pour la qualité de l'éducation PRIC qui, à son temps, avait expérimenté 2 offres de formation qui n'ont pas fait grand succès. Le master en innovation pédagogique et le programme de formation continue en alphabétisation et éducation non formelle. Donc ce présent comité va faire le point de ce processus. Nous vous invitons à une analyse sans complaisance et à des recommandations fortes susceptibles d'instaurer définitivement la légitime scientifique et la crédibilité pédagogique des offres de formation. Le 3e enjeu du programme, comme monsieur l'a mentionné, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer qui semble souvent le parent pauvre de tous les processus, mais dont on attend finalement beaucoup. On attend la reconnaissance régionale des formations, l'ancrage politique et stratégique, l'apport de financement des États et des institutions. Ce volet devrait être pris avec tout le sérieux qui lui revient. En fait, face aux crises multidimensionnelles, c'est-à-dire on parle de la sécurité, de la crise Covid, de la crise climatique, qui marquent notre sous-région et qui ont un impact énorme sur l'éducation et la formation des jeunes, quoi mieux que l'éducation et la formation pour en atténuer les effets. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a présidé l'ouverture des travaux de ce comité, ces assises constituent une étape importante dans la mise en œuvre du programme. Il sera nécessaire de proposer des plans d'action correctifs, de faire des recommandations aux coordinateurs du programme et aux partenaires y intervenants et de veiller à leur mise en œuvre et suivi. En tout état de cause, le comité de pilotage doit veiller à la cohérence des interventions du PRAC avec les stratégies des gouvernements des pays bénéficiaires. L'option de son Excellence, M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, de mettre l'éducation au rang de priorité nationale doit être au centre de vos réflexions. Pour concrétiser et accompagner cette priorité, qu'il suit personnellement, lui-même le président,
vous devez sortir des sentiers battus pour repenser non pas seulement la qualité de l'éducation, mais surtout les meilleures voies et moyens pour en faire une culture à ancrer dans notre système éducatif. Durant les 3 jours de travaux, les membres de ce comité de pilotage vont évaluer les actions menées. Ils apprécieront également les résultats obtenus au stade actuel de mise en œuvre du programme et enfin, ils vont tirer les leçons qui s'imposent pour envisager de meilleures perspectives. Voilà, c'était là la réunion du comité de pilotage du programme régional d'appui à la qualité de l'éducation en Afrique de l'Ouest, PRAC, présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ce matin. La police nationale poursuit sa campagne de sensibilisation sur le danger de la consommation des stupéfiants dans les différents établissements scolaires et FADA de Niamey. 7 jours durant, l'équipe police média sillonnera les écoles et FADA de la commune 5, nous rapportent Asmaou Sedou et Boubacar Souley. Engagée dans la lutte contre la consommation des stupéfiants, la police nationale poursuit sa campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires et dans les FADA la nuit. Pour cette semaine, c'est la commune 5 qui a bénéficié de cette équipe, dont à sa tête le commissaire Mohamed Nazir. Cette 3e semaine donc, de la campagne de sensibilisation que la division a initiée à travers donc, la haute hiérarchie policière, donc, rentre dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile. Donc cette lutte, cette sensibilisation plutôt a axé sur la consommation de la drogue en milieu scolaire et extrascolaire et également la manipulation des téléphones portables. Donc comment est-ce qu'en étant élève, on peut utiliser un téléphone sans attenter aux droits d'autrui. On a trouvé des élèves très accueillants et attentifs. Ils ont posé des questions très intéressantes, des questions qui, à la limite, frôlent des questions d'ordre fonctionnel au niveau de l'organisation de la police ou bien de la législation de la drogue ou bien de la législation sur la cybercriminalité. Donc je considère que c'est des élèves qui ont déjà un minimum par rapport donc, au civisme que doit avoir chaque citoyen donc, de ce pays. Une initiative saluée par les responsables des écoles et les jeunes. Effectivement, le tour est arrivé à notre école aujourd'hui, donc de recevoir la délégation de la police pour sensibiliser les élèves par rapport donc, à la consommation des stupéfiants et par rapport à l'utilisation néfaste des téléphones portables. Donc, je pense que en tant que responsable d'une école, nous sommes en tout cas les plus imprégnés à voir un peu le comportement des enfants, qui est vraiment aujourd'hui une dégradation de notre société. Et si on y prend garde, c'est en fait l'avenir de ces enfants-là qui est compromis. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une très bonne chose que les jeunes voient la police à l'école, non pas pour réprimer, mais pour les approcher, pour les écouter, pour les donner des conseils et pour les sensibiliser. Aujourd'hui, nous avons été sensibilisés sur l'utilisation néfaste que nous faisons du téléphone portable et aussi la consommation de la drogue en milieu scolaire. Cela nous a été vraiment utile à vue d'améliorer notre condition de vie scolaire et aussi sociale. Nous allons faire de notre mieux parce que cela aura un impact grave sur notre vie scolaire, ce qui aura alors aussi un impact sur notre vie sociale avec les parents et tout ça. Donc nous allons faire de notre mieux pour améliorer notre comportement vis-à-vis de ces deux cas. Pour rappel, cette campagne de sensibilisation sur la consommation des stupéfiants par les jeunes, initiée par la Direction de la protection des femmes et des mineurs, se poursuivra dans les autres communes de la capitale, Niamey. Fin samedi dernier, des travaux de la première édition de la semaine de la petite irrigation. Durant 3 jours, les participants ont échangé sur plusieurs thématiques. Nafissa Touzakou, Nasser Seydou.
Les travaux de la première édition de la Semaine de la petite irrigation organisée par le secrétariat permanent de la stratégie de la petite irrigation au Niger SPIN ont pris fin sur une note de satisfaction générale. Cette première édition a regroupé plusieurs acteurs du domaine de la petite irrigation afin d'échanger sur la stratégie de la petite irrigation au Niger. Il y a au moins 4 points sur lesquels je vais mettre l'accent et qui ont fait que cette première édition de la Semaine de la petite irrigation a été un véritable succès. La première des choses, c'est que c'est pour la première fois que de nombreux acteurs du domaine de la petite irrigation se sont retrouvés ensemble pour échanger sur même la stratégie de la petite irrigation au Niger. C'est une stratégie adoptée en 2015, mais qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Et à ce titre, elle est assez peu connue de nombre d'entre nous. Et le fait de regrouper tous ces acteurs en un seul endroit pour leur parler de cette stratégie a été un aspect très important. Le second point, c'est la richesse de la production documentaire. C'est pour la première fois que j'ai vu beaucoup de vos documents en circulation. Et surtout, celui de la richesse du potentiel en eau irrigable. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil, j'ai remarqué que le Dalol Bosso offre 4 fois plus de potentialité que le fleuve Niger en matière d'irrigation. Le troisième aspect, c'est toutes les expositions que nous avons eues. Vraiment, c'est formidable. J'ai vu beaucoup de techniciens s'émerveiller devant des techniques qui sont là et des matériels d'exorde, de pompage, etc., qui étaient peu connus. Ça, c'est l'aspect moyen d'exorde qui aujourd'hui s'appuie sur pratiquement l'énergie renouvelable, que le soleil. Vous avez les motopompes solaires, vous avez les pompes solaires, etc., etc. Sincèrement, c'est le moment pour nous d'exploiter une ressource naturelle qui nous fait payer de l'argent pour se refroidir, alors que cette ressource peut produire le froid. C'est assez important. Au-delà du froid, nous avons de l'eau que nous pouvons puiser aisément avec ces ressources. Donc je crois que ça a été un aspect important en matière de petite irrigation. Et le dernier point, c'est vraiment le domaine de l'agro-industrie. Vous avez vu avec toutes ces femmes qui transforment les productions pour mettre à la disposition des consommateurs. Et effectivement, l'étape suivante, ça sera normalement le marketing, faire accepter ces produits par les consommateurs afin que la consommation s'élargisse et en conséquence la demande s'agrandisse et que ces bonnes dames produisent plus. Des recommandations ont été formulées par le ministre de l'Agriculture pour promouvoir des innovations pour une mise en valeur agricole durable. Cette première édition a été vraiment un succès à mes yeux et peut-être commande à ce que de nouvelles éditions viennent. Peut-être qu'il faut réfléchir sur la fréquence, sur les lieux. Ce n'est pas mauvais de les tenir dans des zones d'irrigation où on peut regrouper les producteurs, tout ça, au lieu de venir à Niamey où c'est les concepteurs que vous allez trouver. Peut-être les organiser là où il y a des producteurs, au bénéfice des producteurs, pour qu'eux voient l'existence de ces techniques. Et surtout, il faut commencer à enseigner aux producteurs les endroits où il y a de l'eau. C'est très important. Il faut que dorénavant, nos interventions en matière d'irrigation soient superposées sur les potentiels en eau. Vous avez déjà la carte des ressources et donc vous savez là où vous devez
à encourager. Et ce travail d'encouragement de l'exploitation des ressources en eau pour valoriser la petite irrigation incombe à tout le monde, à tous les acteurs du ministère de l'Agriculture, à tous les acteurs du RECA, du CRA et autres, pour informer les producteurs en vue qu'ils intensifient leur production dans des endroits où nous avons suffisamment d'eau. C'est par une visite et stand d'exposition des femmes transformatrices des produits agricoles qu'a pris fin la première édition de la Semaine de la petite irrigation. Vivement donc la deuxième édition. Voilà l'aspect reportage de cette édition. Pays producteur et exportateur de pétrole depuis des années, le Niger est confronté par une fraude massive autour de ces produits. Et cela agit non seulement sur l'économie, mais aussi sur la sécurité du pays, comme en attestent les acteurs de la société civile dans ce reportage signé Ismaël Momouni. Essence fraudée étalée aux abords des rues, tel est le constat visible dans presque tous les quartiers de la capitale Niamey. La commercialisation du carburant de contrebande porte un coup dur pour tous ceux qui exercent une activité connexe à la vente du carburant, mais aussi l'économie du pays. Conséquences des fraudes partout au monde, quel que soit l'État, même aux États-Unis, elles sont dramatiques pour l'économie. Elles sont dramatiques pour l'employabilité. Parce que, qu'est-ce qu'on constate ici aujourd'hui, une station d'essence, c'est un exemple sur tant d'autres. Fermé parce qu'il y a de la fraude des hydrocarbures. C'est une perte pour les familles, pour le pays, parce que la fraude ne bénéficie qu'à une minorité. Et c'est pourquoi nous invitons ces jeunes qui s'adonnent à cette fraude, qui ne s'explique pas, de changer carrément de métier ou bien d'aller dans le formel. Si c'est des moyens qu'on doit donner à certains acteurs ou aux acteurs concernés qui doivent contribuer pour mettre fin à cette fraude, il faut le faire. Puisque c'est le Niger qui perd, c'est notre économie qui perd. Et d'ailleurs, parce que je dois insister là-dessus, nous ne pouvons pas nous permettre la fraude au moment où nous sommes producteurs de pétrole. En dehors des préjudices économiques, le carburant fraudé favorise également l'insécurité dans le pays. Nous sommes sûrs et certains que ceux qui nous tuent, ceux qui tuent nos frères, qui se disent djihadistes, les fraudeurs, les bandits qui circulent dans le désert, dans la zone des 3 frontières, ou sais-je encore, sur des motos, utilisent l'essence fraudée dont l'État a été défaillant pour interdire. Et voilà la conséquence dangereuse. Quand on dénonçait, les gens pensaient que c'était... Non, c'est au-delà de ça. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui nous tuent là, ils utilisent le pétrole nigérien à travers leurs complices pour venir encore nous tuer. Donc, il est indispensable, il est nécessaire. L'État du Niger est condamné à prendre des dispositions pour éradiquer cette fraude. Et cette fraude-là, ce que vous voyez dans la rue, non, ce n'est pas les fraudeurs. Les fraudeurs, c'est de gros bonnets et on les connaît. Si alors le carburant fraudé affecte l'économie, toutes les activités formelles liées à la commercialisation des hydrocarbures et même la sécurité du pays, qu'attend l'État pour arrêter cette hémorragie? Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour cette 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.